Je voudrais vous raconter une histoire étrange qui m'est arrivée il y a 5 ans. C'était ce qu'on pourrait appeler une expérience qui change une vie, un coup de pied métaphorique dans les parties qui m'a remis dans le droit chemin après des années passées dans un cercle vicieux de comportements autodestructeurs. Ce qui m'est arrivé cette nuit fatidique défie toute explication rationnelle, et la seule conclusion que je peux en tirer est que j'ai vécu un événement paranormal. Je ne peux pas dire s'il s'agissait d'une intervention divine ou d'un message venu d'outre-tombe. Ces questions sont pour des hommes plus intelligents que moi. Et bien sûr, beaucoup diront que tout cela était dans ma tête, que j'ai souffert d'hallucinations dues à la drogue ou d'une sorte de dépression nerveuse. C'est en tout cas ce qu'ont conclu les médecins. Mais ils ont tort. Ce qui m'est arrivé cette nuit-là était réel. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'ai été transporté dans un autre endroit, un autre plan de l'existence où les règles des mortels ne s'appliquent pas. Ce que j'ai vécu était à la fois terrifiant et éclairant. J'ai été contraint de faire face à mes nombreux péchés, et à juste titre. Mais on m'a également offert une chance de rédemption. J'ai saisi cette opportunité à deux mains, non seulement parce que je voulais devenir une meilleure personne, mais aussi parce que j'avais compris les conséquences de mes actes et réalisé que je devais changer avant qu'il ne soit trop tard. Avant de vous raconter les événements de cette nuit-là, laissez-moi vous parler un peu de moi. J'ai eu ce qu'on pourrait appeler une enfance difficile. Je suis né à Belfast et j'ai grandi dans une cité délabrée à la périphérie de la ville. Ma mère était alcoolique et a eu plusieurs partenaires violents au fil des ans. Dès mon plus jeune âge, j'ai été négligé et maltraité, et j'ai donc rapidement compris que je devais me débrouiller seul. Sans aucun modèle positif dans ma vie et avec peu d'espoir pour l'avenir, je me suis rapidement engagé dans une voie destructrice. Je semais le chaos à l'école, me battais et faisais l'école buisson, jusqu'à ce que je sois finalement renvoyé. J'ai commencé très tôt à commettre des délits mineurs, d'abord des vols à l'étalage et des actes de vandalisme, puis des cambriolages et des vols de voitures à l'adolescence. Et pendant tout ce temps, j'abusais de l'alcool et des drogues. Je suppose que j'ai hérité de la personnalité addictive de ma mère, ou peut-être que je voulais simplement atténuer ma douleur. J'aimerais pouvoir dire que je suis tombé dans un mauvais groupe, mais en réalité, j'étais le pire de tous. À l'âge de 16 ans, j'étais devenu une véritable terreur dans mon quartier, à tel point que j'ai attiré l'attention des voyous locaux. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose sur la communauté dans laquelle j'ai grandi. Là d'où je viens, on n'a pas beaucoup de temps à consacrer à la police et aux tribunaux. Il y a des raisons historiques et politiques à cela, que je ne vais pas aborder ici, mais il suffit de dire que cette méfiance envers les autorités est un héritage durable des troubles. Le quartier où j'ai grandi n'est pas vraiment une zone interdite à la police, mais celle-ci ne s'y rend qu'en convoi lourdement armé et n'y est jamais très bien accueillie. De même, dans ma communauté, quiconque coopère avec la police est considéré comme un tout, c'est-à-dire un informateur, et ce n'est pas une étiquette dont on se vante. Croyez-moi. En l'absence de toute force de police officielle sur le terrain, on pourrait donc penser que ces quartiers sont totalement anarchiques. Ce n'est pas tout à fait vrai. Comme c'est souvent le cas dans de telles situations, le vide du pouvoir est comblé par des hommes durs, armés, des justiciers autoproclamés qui font régner leur propre justice expéditive. Nous appelons ces hommes des paramilitaires, et ils sont toujours très actifs dans mon pays natal. Il existe également des règles tacites dans nos communautés, une sorte de système parallèle qui fonctionne en marge du cadre juridique officiel. Imaginons que vous soyez un jeune voyou comme je l'étais à l'époque, et que vos activités malfaisantes attirent l'attention de l'organisation paramilitaire locale. Si votre délit est relativement mineur, vous pouvez vous attendre à recevoir un avertissement verbal dans un premier temps. Si vous causez des problèmes dans le quartier, vous pouvez vous attendre à recevoir la visite des hommes au visage emmitouflé, appelés ainsi parce qu'ils portent des cagoules pour dissimuler leur identité. Imaginez maintenant un adolescent menacé par des hommes imposants, masqués et armés. Cela suffit à effrayer n'importe quel enfant. Mais parfois, le message ne passe pas, et l'étape suivante consiste en un passage à tabac, généralement à coups de batte de baseball ou de bâton de hurling dans une ruelle sombre. Je fais partie de ces idiots qui n'ont pas tenu compte du premier avertissement et qui ont été battus en conséquence. Ce fut une expérience terrifiante et atroce qui m'a laissé un bras cassé et plusieurs côtes fêlées. J'ai passé quelques semaines à me remettre, mais j'ai vite repris mes anciennes habitudes. Je suppose que je suis lent à comprendre. Néanmoins, j'ai été plus prudent après le passage à tabac et j'ai réussi à rester discret, du moins pendant un certain temps. Les punitions corporelles ne fonctionnent pas toujours, et les paramilitaires passent donc souvent à la vitesse supérieure. Il s'agit de tirs dans les genoux.
Imaginez un enfant maintenu au sol sur le trottoir et une balle tirée dans chacune de ses jambes. Eh bien, c'est monnaie courante dans ma ville natale. Inutile de dire que se faire tirer dans les 2 genoux entraîne des blessures graves, mais la majorité des victimes finissent par remarcher après une longue période de soins médicaux et de rééducation. Il y a bien sûr des exceptions. Je me souviens d'un incident où les tireurs n'ont pas trouvé de pistolet et ont utilisé un fusil de chasse, arrachant la jambe de la victime. Une autre fois, la balle a touché l'artère principale d'une victime, qui s'est vidée de son sang avant l'arrivée de l'ambulance. Néanmoins, ces attaques ne sont pas censées être mortelles. Ce qui m'amène à la dernière escalade, le coup de grâce, une balle dans la tête. Les meurtres purs et simples ne sont plus aussi fréquents qu'autrefois. Les enquêtes pour meurtre sont très importantes et c'est un crime difficile à commettre sans se faire prendre. De plus, seul un fou furieux continuerait à s'agiter après avoir reçu une balle dans les 2 jambes. On pourrait s'attendre à ce que la communauté soit révoltée par des attaques aussi brutales. Eh bien, certains le sont, mais d'autres soutiennent les attaques punitives, ou du moins sont prêts à justifier de tels actes. Dans ma région, il y a un dicton qui dit « Ils ne se sont pas fait tirer dessus pour rien ». Après tout, cette forme brutale et rapide de justice vigilante a un certain attrait qui satisfait un besoin primitif de vengeance violente contre ceux qui nous ont fait du tort. Quant à moi, j'ai aujourd'hui une certaine perspective sur cette situation, mais pendant mon adolescence, j'étais sauvage et incontrôlable. Je me détestais et je n'avais que du mépris pour le monde qui m'entourait. J'étais déterminé à suivre la voie de l'autodestruction et je me moquais bien de faire du mal à qui que ce soit. Le pire moment de ma vie s'est produit un soir d'été, peu après mon 18e anniversaire. J'étais défoncé et d'humeur à semer le chaos. À l'époque, je sortais avec une fille qui s'appelait Zoé. Je ne dirais pas qu'elle était l'amour de ma vie. Ce serait malhonnête. Néanmoins, nous avions une connexion qui allait au-delà du sexe et de la drogue. Zoé avait eu une enfance similaire à la mienne. Maltraitée quand elle était petite, elle était remplie d'une rage incontrôlable contre le monde. Nous avions tous les deux une passion pour la rébellion et le chaos, nous poussant mutuellement vers de nouveaux extrêmes sur notre chemin commun vers l'autodestruction. Je suppose qu'il n'y avait qu'une seule issue possible. Je n'oublierai jamais les événements de cette nuit-là, quand Zoé et moi, défoncés à la coke et à la vodka, avons eu la brillante idée de voler une voiture. Nous nous sommes faufilés dans un quartier chic de la ville et avons cambriolé une BMW de luxe, avant de partir faire un tour en centre-ville. J'étais au volant, fonçant à toute allure dans les rues de la ville, complètement défoncé par un cocktail mortel d'alcool et de drogue. Vous devinez sans doute ce qui s'est passé ensuite. Il y a eu un virage soudain. Je roulais trop vite et mes réflexes étaient altérés, je n'ai donc pas pu prendre le virage à temps. Je me souviens avoir eu l'impression que le monde entier défilait au ralenti, alors que la voiture heurtait le trottoir avec violence et était projetée en l'air. Zoé a hurlé de terreur. Elle avait clairement peur. Malgré son mode de vie imprudent, elle ne voulait pas mourir. Ce qui s'est passé ensuite est assez flou. Je sais que l'airbag côté conducteur s'est déployé, et c'est ce qui m'a sauvé la vie. Mais Zoé n'a pas eu cette chance. Elle ne portait pas de ceinture de sécurité et a été projetée en avant à travers le pare-brise. Son corps sans vie a volé dans les airs comme une poupée de chiffon, et elle a heurté le bitume de plein fouet, la tête la première, son cou se brisant comme un bâtonnet d'allumettes. Je me suis extirpé de l'épave, hébété, pour constater le carnage sanglant qui s'offrait à moi. J'ai su que Zoé était morte dès que j'ai posé les yeux sur son corps déformé et brisé. Je voulais courir vers elle, la prendre dans mes bras et lui murmurer à l'oreille combien j'étais désolé. Mais à ce moment-là, j'ai entendu des sirènes au loin, qui se rapprochaient rapidement. Et je me suis enfui comme un lâche, laissant le corps brisé de ma petite amie sur le bord de la route. Je ne sais pas comment, mais la police ne m'a jamais arrêté pour ce crime odieux. J'ai été interpellé et interrogé, mais ils n'ont pas pu me placer sur les lieux ni prouver que je conduisais la voiture volée, et je n'ai donc jamais été condamné. Cela ne veut pas dire pour autant que je m'en suis tiré à bon compte. Les gens de mon quartier savaient que j'étais responsable et me traitaient comme un paria. Je n'ai pas osé assister aux funérailles de Zoé, et après, son père en deuil m'a poursuivi avec une hache, déterminé à me l'enfoncer dans le crâne. J'ai échappé de justesse à la mort et j'ai rapidement fui le quartier, craignant d'autres représailles. Je me suis installé dans un appartement vide de l'autre côté de la ville. J'étais isolé et rongé par la culpabilité d'avoir joué un rôle dans la mort de Zoé, ce qui m'a rendu encore plus renfermé. J'ai commencé à consommer de plus en plus d'alcool et de drogue pour tenter d'étouffer ma douleur.
J'avais touché le fond et je savais que si je continuais ainsi, il n'y aurait qu'une seule issue possible. Puis, après une nuit bien arrosée où j'ai avalé un mélange mortel de vodka et de pilules, j'ai vécu un événement inexplicable qui m'a sauvé la vie. La nuit précédant cet événement est assez floue, mais j'avais bu jusqu'à au moins 3 heures du matin avant de m'écrouler sur le canapé. Je me suis réveillé plusieurs heures plus tard avec un mal de tête atroce et un goût de vomi dans la bouche. Je m'attendais à ce qu'il soit déjà matin, mais il faisait encore nuit, et à peine un rayon de soleil traversait les rideaux en dentelle de ma petite chambre délabrée. J'ai regardé ma montre, mais elle s'était arrêtée. De même, mon téléphone portable était complètement déchargé. J'ai juré à voix haute, frustré. Mais pour être honnête, je ne pouvais pas trop me plaindre, car ces 2 objets m'avaient été volés. Avec difficulté, je me suis relevé du canapé et j'ai titubé sur le sol jonché de détritus pour me diriger vers la fenêtre, où j'ai timidement tiré le rideau pour découvrir la vue. J'ai rapidement constaté qu'il faisait encore nuit et que quelque chose n'allait vraiment pas. Le ciel était presque entièrement noir, sans la moindre étoile. La seule lumière provenait du soleil, qui était bas à l'horizon, à l'est. Cependant, ce n'était pas un soleil normal. Au lieu de briller et d'émettre de la lumière et de la chaleur, l'astre brûlait d'un blanc pâle, ne produisant qu'une faible illumination sur le paysage autrement sombre. Je n'avais jamais rien vu de tel auparavant et je me demandais si la planète était en proie à un phénomène atmosphérique unique. Mais j'aurais sûrement entendu quelque chose si un événement aussi exceptionnel avait été annoncé. La chose suivante que j'ai remarquée, c'est qu'il n'y avait aucune lumière artificielle à l'horizon. J'habitais au dernier étage et j'avais donc une assez bonne vue sur la ville. D'habitude, ma vue nocturne était illuminée par les lumières vives de la ville, mais là, il n'y avait rien. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une panne d'électricité générale. Cependant, ce n'était pas seulement l'électricité qui était coupée. Il n'y avait pas non plus de phare, pas de circulation dans les rues en contrebas. En fait, il n'y avait aucun signe de vie. Je ne voyais pas âme qui vive. À ce moment-là, j'ai imaginé que je faisais un rêve très réaliste. Je ne voyais aucune autre explication logique. Je me suis précipité dans la salle de bain avec l'intention de me passer de l'eau froide sur le visage. Mais, à ma grande frustration, j'ai découvert qu'aucun des robinets ne fonctionnait et qu'il n'y avait pas une goutte d'eau. J'ai juré de rage en sortant en trompe de la salle de bain et en me dirigeant vers la petite cuisine, où j'ai trouvé une bouteille d'eau à moitié pleine que j'ai rapidement vidée sur ma tête avant de me gifler violemment les 2 joues, mais en vain. Je ne me suis pas réveillé et j'ai donc dû conclure que ce n'était pas un rêve. J'ai exploré le reste de mon petit appartement et j'ai rapidement découvert que rien ne fonctionnait. Les lumières, la télévision et tous les appareils électriques étaient hors service, et le chauffage était également éteint. Mais malgré l'absence de chauffage central, je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point il faisait chaud dans l'appartement, la température semblant augmenter à chaque minute qui passait. Je me suis rapidement mis à transpirer abondamment à cause de cette chaleur inexplicable. J'ai fouillé dans les tiroirs de la cuisine et j'ai trouvé 2 bougies, que j'ai allumées et placées dans l'appartement pour éclairer un peu. À ce moment-là, je me sentais très mal à l'aise et plus qu'un peu effrayé. J'ai néanmoins décidé de quitter mon appartement pour enquêter, dans l'espoir de trouver quelqu'un qui savait ce qui se passait. Dès que j'ai ouvert la porte d'entrée, j'ai été frappé par une nouvelle vague de chaleur intense, et mes narines ont été envahies par une odeur terrible qui me rappelait celle de la chair brûlée. Cela n'augurait rien de bon, mais je me suis forcé à sortir dans les couloirs sombres. J'ai parcouru tout l'immeuble, éclairant mon chemin avec un briquet, criant et frappant bruyamment aux portes de mes voisins. Mais personne ne répondait, et je ne trouvais aucun signe de vie. Tout l'immeuble semblait abandonné, comme si tous les habitants s'étaient soudainement évaporés. Je peux dire que j'étais assez effrayé à ce moment-là. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait, mais j'avais le terrible sentiment que je n'étais plus au Kansas. Je me souviens que le pire dans cette situation était d'être seul, coupé du monde et sans aide. J'ai brièvement envisagé d'élargir mes recherches et de quitter l'immeuble pour chercher d'autres survivants, mais je n'avais pas très envie d'errer seul dans les rues plongées dans le noir, alors je suis retourné dans mon appartement et j'ai attendu, espérant que quelqu'un finirait par venir me chercher. À ce stade, la chaleur était étouffante et ma gueule de bois ne s'était pas améliorée, si bien que je me suis vite épuisé. Incapable de garder les yeux ouverts, j'ai fini par baisser la tête sur le canapé, fermer les yeux et me rendormir. Je fus brutalement réveillé quelque temps plus tard par un grand bruit contre la porte d'entrée. Je me levai d'un bond du canapé, me frottant les yeux, cherchant rapidement à reprendre mes esprits. Pendant un bref instant,
j'espérais que mes expériences précédentes n'avaient été qu'un cauchemar dont je venais de me réveiller. Cependant, après avoir inspecté les lieux, je me rendis compte que rien n'avait changé. Le monde était toujours plongé dans l'obscurité et la chaleur presque insupportable était toujours aussi étouffante. Les coups continuaient, devenant de plus en plus forts et violents. La personne qui se trouvait de l'autre côté de la porte voulait absolument entrer, frappant le cadre en bois avec son poing si fort que celui-ci tremblait sur ses gonds. Elle se mit à crier à travers la boîte aux lettres, parlant avec un fort accent de Belfast. « Ouvrez cette putain de porte !» cria-t-elle. « Ouvrez, ou je la défonce, je vous ai prévenu. » Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou terrifié. J'avais trouvé un autre être humain, ou du moins, il m'avait trouvé, mais le nouveau venu n'était clairement pas amical et semblait vouloir me faire du mal. Il continuait à crier, à frapper et à donner des coups de pied, et je me rendais compte qu'il ne faudrait pas longtemps avant que l'intrus enfonce ma porte d'entrée fragile. Je répondis frénétiquement pour gagner du temps. « D'accord. D'accord, putain. » ai-je crié, « donnez-moi juste une seconde. » Je me suis précipité dans la cuisine, j'ai attrapé le couteau le plus tranchant que j'avais et je l'ai caché dans ma ceinture tout en m'approchant nerveusement de la porte. L'intrus a temporairement cessé de frapper et de crier, me permettant de m'approcher de la porte et de jeter un œil par le Judas. Je posai pour la première fois les yeux sur l'intrus en colère et fus choqué par ce que je vis. C'était un homme imposant, bien qu'à peu près de ma taille et de ma corpulence. Il portait une veste militaire et un jean, le visage couvert d'une cagoule en laine percée de 2 trous grossièrement découpés pour les yeux. Oh, ces yeux! Que dire à leur sujet? Ils étaient d'un rouge intense, semblant plus démoniaque qu'humain, et ils étaient remplis de haine, d'une colère vertueuse sur le point de se déchaîner. Et l'homme était venu préparé pour sa sinistre tâche, armé d'une batte de baseball ébréchée qu'il tenait dans sa main droite et d'un revolver argenté glissé dans sa ceinture. Je poussai un cri de terreur lorsque je compris de quoi il s'agissait. Les paramilitaires. Les hommes au visage velu. Ils étaient enfin venus me chercher, envoyant cet homme au regard mort pour exercer une violente vengeance pour la mort de Zoé, ou pour les dizaines d'autres crimes que j'avais commis au fil des ans. Mon heure était enfin venue. Mais je sentais encore la défiance brûler en moi, et j'étais déterminé à ne pas me laisser faire sans me battre. L'intrus masqué s'écarta de la porte et parla à nouveau avec colère, les dents serrées. « Ouvre cette putain de porte, espèce de salaud !» ordonna-t-il. Je ris nerveusement avant de répondre. « Tu te fous de moi, mec? C'est impossible ?» Je n'eus pas le temps de terminer ma phrase. L'homme masqué se précipita et frappa la porte avec une force incroyable. Il enfonça la porte, la brisant complètement. Je fus projeté en arrière, complètement sous le choc de la force immense dont avait fait preuve le paramilitaire armé. Je cherchai mon couteau de cuisine dans ma ceinture et tentai de frapper mon agresseur, mais il était trop rapide pour moi. La batte de baseball s'abattit lourdement sur ma main. J'entendis un craquement esséhurant et ressentis une douleur fulgurante dans le bras, qui me força à lâcher le couteau. Je suppliai qu'on me laisse la vie sauve, mais mon agresseur resta de marbre. Il frappa à nouveau avec la batte, me brisant les côtes exposées alors que j'étais allongé, impuissant. Cela me rappela le passage à tabac brutal que j'avais subi des années auparavant, et je compris que l'histoire était en train de se répéter. À ce stade, toute résistance avait été battue en brèche et je ne pouvais que regarder, impuissant, l'homme masqué enjamber calmement mon corps avant de m'attraper brutalement par mes cheveux hirsutes et de me traîner physiquement sur le sol. Je criai de choc et de douleur, mais mon ravisseur ne montra aucune compassion et me hurla « Ferme ta gueule !» Je donnais des coups de pied et me débattais, mais il était extrêmement fort et je ne pouvais rien faire pour l'empêcher de me soulever et de me jeter sur le canapé. Je tombai sur mon bras blessé et poussai un cri de douleur. Protégeant ma main cassée, je me tournai vers mon ravisseur, qui posa calmement sa batte ensanglantée sur la table basse avant de s'asseoir sur une chaise en bois dur face à moi, sortant le revolver de sa ceinture et le pointant directement sur ma tête. Je me figeai dans une attitude de soumission, fixant ses yeux rouges démoniaques et sentant un frisson de terreur parcourir mon corps. Je ne pouvais détourner le regard malgré la peur intense que je ressentais. Je me demandais si c'était vraiment un homme qui était assis devant moi, ou s'il s'agissait d'autre chose. Quelque chose de maléfique, doté de pouvoirs qu'un simple mortel comme moi ne pouvait comprendre. Étonnamment, le tireur s'est calmé une fois qu'il a envahi ma maison et m'a violemment maîtrisé. À ce moment-là, j'étais réduit à l'état de prisonnier soumis, complètement à sa merci. Je respirais bruyamment tandis qu'il me fixait du regard,
me couvrant de son arme, le doigt sur la gâchette. Il ne disait rien, et plusieurs instants se sont écoulés dans un silence tendu. Finalement, j'ai réussi à ouvrir la bouche et à parler malgré mes lèvres tremblantes. « Qui êtes-vous » ai-je murmuré. « Que me voulez-vous » L'homme armé a ricané avant de répondre. Sa voix était grave et menaçante. « Vous savez qui je suis et pourquoi je suis ici » a-t-il répondu. Un frisson de terreur me parcourut l'échine et je devins livide. Mes pires craintes s'étaient réalisées. La réaction suivante du tireur me surprit. Tout en continuant à pointer son revolver sur moi, il tendit l'autre main, saisit une bouteille de vodka à moitié vide sur la table et la brandit en l'air. « Tiens, mon pote » s'écria-t-il. « Tu as l'air d'avoir besoin d'un coup. Attrape. » Il lança la bouteille en verre que je parvins à attraper avec ma main valide. Mon ravisseur avait raison. Ma main cassée me faisait souffrir et j'étais mort de peur, j'avais donc bien besoin d'un verre. Néanmoins, je craignais qu'il s'agisse d'un piège. Je jetai un regard méfiant vers mon ravisseur armé, qui me fit un signe de tête en disant « Vas-y, mon pote ». Je dévissai le bouchon de la bouteille et la portai lentement à mes lèvres desséchées. Je pris une grande gorgée, mais quelque chose n'allait pas. L'alcool avait un goût de poison dans ma bouche, bien pire que tout ce que j'avais jamais bu. Je ne pouvais pas avaler ce liquide infect et je le recrachai, laissant tomber la bouteille. Putain, jurai-je, consterné. Le tireur éclata d'un rire bruyant qui résonna dans toute la pièce. « Je suppose que tu en as déjà assez bu, mon pote » lança-t-il d'un ton moqueur. Je secouai la tête pour essayer de reprendre mes esprits. À ce moment-là, j'entendis un bruit terrifiant provenant de l'extérieur de la fenêtre de l'appartement, quelque chose qui ressemblait au rugissement d'un lion ou d'un autre grand prédateur. Le rugissement continua pendant plusieurs secondes, et ce bruit effrayant me fit bondir du canapé et jurer à voix haute. « C'était quoi ça » criai-je, terrifié. « Assieds-toi, putain » a juré le tireur d'un ton menaçant. J'ai regardé ses yeux rouges brillants et le canon de son arme, et j'ai compris qu'il était sérieux. Je me suis lentement rassis sur le canapé, en levant les mains en signe de défense. Heureusement, le rugissement avait cessé, mais je ne comprenais toujours pas ce qui venait de se passer. « Qu'est-ce que c'était » ai-je répété. « Ne t'en fais pas, mon pote » répondit mon ravisseur. « Tu dois rester concentré. » Je pris ma tête entre mes mains, avec l'impression que le monde entier était devenu fou. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dehors ?»« Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter » répondit mon ravisseur avec colère. « Tu es là où tu dois être, et tu ne partiras pas d'ici, à moins que tu ne me persuades. » Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Ces paroles n'avaient aucun sens pour moi, mais le pistolet pointé sur ma tête en disait long. « Vous êtes venu ici pour me tuer » demandai-je d'une voix tremblante. « Non, pas exactement » répondit-il. L'homme armé marqua une pause, comme s'il réfléchissait soigneusement à ses prochains mots. « Considérez-moi plutôt comme un juge que comme un bourreau. Vous avez fait beaucoup de choses horribles dans votre vie, vous avez baisé beaucoup de gens, sans parler du fait que vous avez gâché votre propre vie. Les actions ont des conséquences, et maintenant vous devez répondre de vos péchés. » Je ne sais pas pourquoi, mais le discours moralisateur du tireur et l'hypocrisie de ses paroles m'ont mis en colère. « Qui tu te crois, toi » ai-je juré avec colère en essuyant la sueur de mon front. « Tu fais irruption ici, tu me casses la main, tu me mets en joue ? Et tu as le culot de te prendre pour un juge ? Tu n'es qu'un voyou sans cervelle. Vas-y, tire si c'est ce que tu veux, mais ne te permets pas de prétendre que tu es meilleur que moi. » Je regrettai rapidement mon accès de colère et attendis avec crainte la réponse du tireur. Mais à ce moment précis, le rugissement reprit, plus fort et plus proche cette fois. Il était si violent et viscéral qu'il évoquait dans mon esprit l'image d'un prédateur sanguinaire errant dans les rues sombres à la recherche d'une proie. Je regardais le tireur, les yeux écarquillés de peur. Mon ravisseur restait parfaitement calme, parlant à travers sa cagoule en laine et me demandant « Tu préfères me répondre ou tenter ta chance dehors, avec lui ?» Ce n'était pas vraiment un choix, mais plutôt un cas de « mieux vaut un mal connu ». Je pris une série de profondes inspirations, baissai la tête et me forçai à poser la question. « Que allez-vous faire de moi ?» demandai-je nerveusement. « Ça dépend » répondit-il. « Je veux vous entendre. Vous pensez que c'est un tribunal fantoche, mais j'aime faire les choses correctement. Je vais vous donner une chance de vous défendre. Et j'ai même appelé un témoin pour témoigner. Quelqu'un dont vous vous souviendrez certainement ?» Il hocha la tête en direction de la porte ouverte.
Je tournai la tête pour regarder et mon cœur faillit s'arrêter quand je la vis. C'était Zoé, revenue d'entre les morts. Inexplicablement, elle se tenait dans l'embrasure de la porte et me regardait avec des yeux aussi noirs que la nuit. Son corps était émacié et sa peau plus pâle que le blanc le plus pâle, tandis que ses cheveux ébouriffés pendaient librement sur son visage. Zoé souriait en se tournant vers moi, ouvrant la bouche pour révéler un trou noir béant. « Bouh !» cria-t-elle d'un air espiègle. Je hurlai de terreur, reculant sur le canapé pour tenter de m'éloigner de cette créature macabre. Zoé, ou quoi qu'elle fût désormais, rit cruellement, se moquant ouvertement de ma réaction. « Qu'est-ce qui se passe, chérie? Tu n'aimes pas mon nouveau look ?» J'étais horrifié et sans voix, incapable de regarder ses yeux morts. Au lieu de cela, je jetai un coup d'œil à mon ravisseur armé, cherchant une explication. « Qu'est-ce qu'elle fait ici ?» demandai-je. L'homme masqué haussa les épaules avec nonchalance avant de répondre, « C'est ton témoin? Ou peut-être que c'est toi qui es le sien. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est le moment idéal pour vous deux de tourner la page. » C'était fou, mais ça avait du sens. Depuis si longtemps, j'avais prié pour avoir une dernière chance de parler à Zoé, de lui dire à quel point j'étais désolé et de lui demander pardon. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, cette chance m'était offerte. Mais à ce moment-là, je ne savais pas quoi lui dire. L'esprit de Zoé me regardait avec ses yeux noirs sans vie, me fixant d'un regard accusateur tandis qu'elle parlait d'une voix désincarnée. « Tu m'as laissé mourir » hurla-t-elle. « Tu m'as laissé sur le tarmac comme si j'étais un tas d'ordures. Et tu n'as jamais assumé la responsabilité de tes actes ?» J'étais paralysé, rongé par la culpabilité que je portais en moi depuis si longtemps. Que pouvais-je dire pour ma défense? Tout ce qui me venait à l'esprit serait sûrement insuffisant, alors je me contentais de dire la première chose qui me passa par la tête. « Je suis tellement désolé, Zoé, balbutiai-je, je ne voulais pas te faire de mal. » Elle ricana avec dégoût. « Ah, parce que tu m'as traité comme une vraie princesse, c'est ça? Qu'est-ce que j'étais pour toi? Une copine de baise? Une salope stupide avec qui te procurer de la drogue? Ou juste quelqu'un d'aussi foutu que toi, une autre âme perdue vouée au chaos et à l'autodestruction? » Cette dernière affirmation était la plus proche de la vérité, mais je n'ai pas essayé de répondre à sa question. Au lieu de cela, j'ai donné une réponse docile et tout à fait inadéquate. « Je suis désolé, je ne savais pas ce que je faisais. » Zoé a ri une fois de plus, sa voix surnaturelle remplissant la pièce. « Au moins, c'est la vérité. » Elle fit une pause, baissa la voix avant de prononcer les mots suivants d'un ton plus compatissant. J'aurais juré voir une lueur dans ses yeux sombres. Pendant longtemps, je t'ai détesté pour ce que tu m'avais fait. Je voulais que tu souffres comme j'avais souffert. Mais j'ai fini par comprendre que ce n'était pas ta faute, pas vraiment. Tu étais foutu à l'époque, tu le es toujours, j'imagine. Mais moi aussi? Si je n'étais pas morte dans cet accident, ça aurait été autre chose. L'alcool, la drogue, un petit ami violent. Tu m'as mieux traité que la plupart des gens. Et j'ai enfin trouvé la paix là où je suis. Je prie pour que tu la trouves un jour. Je te pardonne, mon chéri. Tu peux te libérer de ta culpabilité? À ce moment-là, j'étais en larmes. Les mots de Zoé m'avaient profondément touché. Je me sentais comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules fatiguées. J'ai levé les yeux vers Zoé et j'ai vu qu'elle avait changé. Elle n'était plus la créature effrayante qui m'avait affronté, mais l'innocente jeune fille que j'avais connue autrefois, avec ses yeux verts bienveillants et son doux sourire. J'ai essuyé mes yeux pour chasser les larmes, avant de lever la tête pour parler à Zoé, mais elle avait disparu, son esprit s'était apparemment évaporé dans les airs. J'ai regardé le tireur, sous le choc et confus. Il a simplement haussé les épaules et dit, « Eh bien, ça s'est mieux passé que prévu. » J'ai ressenti une lueur d'espoir, mais ma chance n'a pas duré longtemps. J'ai bondi de mon siège lorsque je l'ai entendu. Ce rugissement animal, si fort et si perçant. La créature, ou quoi que ce soit qui produisait ce son terrifiant, était proche désormais. J'ai estimé qu'elle devait se trouver dans la rue, juste en dessous de mon immeuble. Je pouvais l'entendre bouger, marteler le bitume de ses pas. Chaque pas faisait trembler tout le bâtiment. Je ne pouvais pas imaginer quel genre de monstre horrible produisait ces sons effrayants, mais je savais qu'il venait pour moi. Je croyais que cette créature hideuse allait me faire des choses innommables avant de mettre fin à mes souffrances. Mais j'ai alors réalisé que je ne voulais pas mourir. J'ai ressenti une terreur primitive en regardant mon ravisseur armé, qui, ironiquement, m'offrait maintenant ma dernière chance de salut. L'homme masqué secoua la tête et soupira,
baissant très légèrement son arme. J'aurais aimé que nous ayons plus de temps, dit-il d'un ton sombre. Eh bien, je suppose que nous allons devoir en finir. Nous avons entendu un bruit fracassant provenant de la rue en contrebas, suivi du bruit de griffes déchirant le bois et le plâtre. Le monstre était en train de s'introduire dans l'immeuble. À ce stade, je pouvais à peine respirer. Ma peur était totale et la chaleur à l'intérieur de l'appartement était si intense que je craignais de m'évanouir. Ma vision était floue lorsque j'ai vu mon ravisseur se lever de sa chaise, tenant son revolver d'une main tandis que de l'autre, il retirait lentement son masque, révélant son visage pour la première fois depuis notre rencontre. J'ai regardé, stupéfait, tandis qu'il retirait sa cagoule, et j'ai reculé d'horreur lorsque j'ai vu mon propre visage me fixer. Certes, ses yeux étaient toujours rouges, même si leur éclat s'était légèrement estompé, et son visage était dépourvu de toute trace de sang, mais à part cela, il était mon double, mon sosie. Je ne sais pas pourquoi, mais voir ce masque être retiré et mon propre visage me fixer a été la chose la plus terrifiante que j'ai jamais vécue. Tout mon corps tremblait tandis que je m'efforçais de parler. « Qu'est-ce que tu es ?» Mon sosie rit d'un air moqueur avant de répondre. « Eh bien, je suis toi, mon pote. J'ai toujours été toi. Qui d'autre pourrait te tabasser comme ça? Qui d'autre pourrait connaître tes peurs les plus profondes et les plus sombres, et te forcer à les affronter ?» Comme si c'était un signal, j'entendis le bruit de quelque chose d'énorme défoncer l'escalier. La bête venait me chercher, et elle ne tarderait pas à atteindre mon étage. « Pourquoi ?» demanda mon double. Je le fixai, confus. « Pourquoi quoi ?» m'écriai-je, paniqué. « Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu nous fais ça? Pourquoi tu fous tout en l'air ?» Je secouai la tête. Mon cerveau tournait à toute vitesse. J'entendais le grognement sourd du monstre et le vacarme qu'il faisait en se frayant un chemin à travers le bâtiment. Je savais que nous n'avions pas beaucoup de temps. Je luttais pour trouver les mots, réalisant que c'était crucial, mais incapable de me concentrer. Je ne sais pas. Ma mère, mes beaux-pères, toute cette merde. Quelle chance avais-je? Tu as le choix, hurla mon double. Tu peux changer. Mais tu dois le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. J'entendis un bruit sourd, comme celui d'un corps énorme qui fracassait quelque chose de lourd. Il fut suivi d'un rugissement assourdissant qui me rendit presque sourd. Je pouvais sentir l'odeur nauséabonde de la chair crue. Le monstre était là. Il serait à ma porte dans quelques secondes. Je regardai mon double, réalisant alors qu'il était le seul à pouvoir me sauver. « Je t'en supplie, implorai-je. Ne le laisse pas m'attraper. »« Je ne veux pas, répondit-il calmement. Mais tu dois me le demander. »« Quoi ?» criai-je. Le monstre avait atteint la porte. Je sentais son regard affamé et haineux posé sur moi, je sentais son haleine fétide, mais je n'osais pas regarder, concentrant mon regard sur l'entité qui se tenait devant moi. « Demande-le-moi, hurla-t-il. Demande-moi de te libérer. » J'entendais le monstre ramper dans le couloir, je sentais son souffle brûlant sur ma peau. J'étais terrifié, mais je savais que c'était maintenant ou jamais. « Fais-le » ai-je crié. Mon double a esquissé un sourire, avant de lever son arme et d'appuyer sur la détente. J'ai vu un éclair aveuglant, puis j'ai ressenti une douleur fulgurante. Et puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans une pièce éclairée par des lumières vives et des conversations animées. Malgré la douleur et la désorientation, j'ai rapidement compris que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, entouré de personnel médical. Ce n'est que quelque temps plus tard que j'ai appris comment j'étais arrivé là. Un de mes voisins avait découvert ma porte d'entrée enfoncée ce matin-là. Soupçonnant un cambriolage, il était entré dans mon appartement et m'avait trouvé inconscient, face contre terre, allongé dans une mare de vomi, avec une bouteille de vodka et un flacon de pilule à moitié vide à côté de moi. Mon voisin a appelé une ambulance et les ambulanciers ont réussi à me réanimer et à me faire un lavage d'estomac. Ils m'ont dit que j'étais à quelques minutes de la mort lorsqu'ils m'ont trouvé. En plus de l'overdose, plusieurs os de ma main étaient cassés et une de mes côtes était fêlée. Quant à mes souvenirs de cet endroit sinistre, les médecins ont prétendu que tout cela était dans ma tête. Néanmoins, ni eux ni la police n'ont pu expliquer comment ma porte d'entrée avait été enfoncée, ni comment je m'étais blessé à la main. Ils ont dû penser que j'étais fou, car j'ai été envoyé dans un hôpital psychiatrique pour y être soigné. Ce n'était pas l'expérience la plus agréable qui soit, mais d'une certaine manière, c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver, car j'ai pu arrêter de boire et bénéficier d'un accompagnement psychologique pour m'aider à surmonter tout ce que j'avais vécu. Depuis,
Je mène une vie exemplaire et j'ai atteint des objectifs que je n'aurais jamais cru possibles auparavant. Je suis déterminé à ne jamais redevenir la personne imprudente et autodestructrice que j'étais autrefois. Je ne sais pas exactement ce qui m'est arrivé cette nuit-là, ni qui, ou quoi, m'a sauvé la vie. Je sais cependant que j'ai beaucoup de chance d'être en vie, et je me le rappelle chaque jour. Alors, quel conseil donnerais-je à quelqu'un qui se trouve dans une situation similaire? Que dirais-je à un enfant qui suit le même chemin autodestructeur que moi autrefois? Je lui dirais qu'il n'est pas trop tard pour changer et pour transformer sa vie. Car, croyez-moi, vous ne voulez pas vivre ce que j'ai vécu. N'attendez pas que l'homme au visage velu vienne frapper à votre porte. J'ai eu de la chance, mais vous n'en aurez peut-être pas autant.